Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine depuis le Carrousel du Louvre à Paris, où se tient le Salon international du patrimoine culturel, édition 2021. Ce forum est organisé par le magazine Atrium avec Atelier d'Art de France, sans oublier les soutiens de la Fondation France Bois-Forêt pour notre patrimoine. Le patrimoine joue un rôle essentiel dans le développement touristique. Néanmoins, les flux se concentrent parfois sur quelques lieux. Comment éviter la surfréquentation et mieux répartir cette manne économique pour créer un tourisme durable? Je reçois ce matin deux invités. Tout d'abord, à ma gauche, Marika Arabi-Onella. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission tourisme durable au sein du réseau des grands sites de France. À vos côtés, Monsieur Laurent Mazurier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Petites Cités de Caractère de France. Peut-être, pour commencer, peut-on parler du tourisme au sein de vos deux structures? Quelles sont vos expériences? Comment s'organise le tourisme? Si je peux commencer. Donc, sur les grands sites de France, la question du tourisme, elle a toujours été centrale. Ça fait partie du cœur de l'action des grands sites. C'est une politique qui est née, la politique des grands sites de France, portée par le ministère de la Transition écologique, qui vise tout d'abord la préservation de paysages exceptionnels, remarquables, très reconnus et aussi très fréquentés. On parle de la baie de Somme, le marais Poitevin, le Puy-de-Dôme, donc des paysages de carte postale très reconnus et qui, à un moment donné, ont reçu aussi beaucoup de visiteurs, voire un peu trop, et cette politique est venue là pour, au départ, dans une démarche de curative, en fait, pour réparer un petit peu les dégâts qui avaient été provoqués par le tourisme. Et ensuite, j'en reparlerai peut-être après, mais développer aussi un autre rapport entre ces paysages vivants qui sont habités, où il y a un cadre de vie à préserver et aussi une fréquentation à accueillir et pour une meilleure expérience de visite. Très bien, merci. Et vous, Monsieur Mazurier, au sein des Petites Cités de Caractère de France? Alors, les Petites Cités de Caractère, aujourd'hui, c'est un peu plus de 200 villes historiques à travers la France. Donc, une association qui regroupe des petites villes qui ont toute une histoire donc, de cités qui parfois sont devenues des villages, mais qui, pour la majorité d'entre elles, sont toujours des villes. Et depuis sa création au milieu des années 70, le projet des Petites Cités de Caractère, c'est vraiment de travailler sur la construction de villes attractives, accueillantes, contemporaines, durables, en prenant en compte justement la somme des héritages qui forment le patrimoine et la culture et l'identité des lieux. Et le tourisme est une des formes et une des déclinaisons du projet d'attractivité conduit par les communes. Il n'est pas le seul, et on en reparlera justement à comment il s'inscrit dans un projet plus global, ce qui nous amène aussi à réfléchir sur notre propre modèle touristique, qui est d'inviter les visiteurs à rencontrer une histoire de ville et ses habitants. On parle de slow tourisme, de tourisme durable, c'est-à-dire un tourisme qui n'est pas la seule activité économique. Comment tout ça peut s'articuler au sein d'un projet de territoire? Et de plein de façons différentes et d'autant de façons qu'en fait l'histoire porte son projet de territoire et vers quelle offre touristique il a envie de proposer, quelle expérience il souhaite proposer aux visiteurs et qui ne soit pas prédateur à la fois du paysage et du cadre de vie des habitants, encore une fois. Sur les grands sites de France, on est sur des paysages encore une fois remarquables, mais quand on zoome sur ces paysages, en fait on se rend compte qu'il y a tout un tas de patrimoine. Il y a aussi des villes, du patrimoine bâti, des villes anciennes, mais aussi du patrimoine immatériel, de l'artisanat, une activité humaine de l'agriculture, et un patrimoine naturel, une biodiversité exceptionnelle, remarquable, parfois endémique. Donc tout ça, c'est à préserver. Tout ça est à préserver du tourisme y compris. Et c'est aussi tout un tas de métiers en contrepartie qu'il faut également préserver et valoriser. Et effectivement, l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber sur ces destinations, puisqu'elles sont perçues aussi comme telles, c'est de faire en sorte que le tourisme ne soit pas le seul levier de revenus ou d'attractivité de ces territoires-là. Pour exemple, peut-être parler du massif du Canigou, qui est un grand site de France labellisé, qui, lui, s'est inscrit dans une logique en fait, de déconcentration de la fréquentation dans l'espace, puisque au départ, au massif du Canigou, on montait au pic en voiture, en véhicule motorisé, parfois avec des 4x4, et c'était l'objectif en tant que visiteur d'atteindre le pic du Canigou, qui est une montagne emblématique pour les Catalans.
Le projet de gestion du grand site, le gestionnaire de ce paysage remarquable, s'est positionné en disant, nous, ce que l'on souhaite proposer, les valeurs de notre territoire, ce n'est pas que ça, c'est ça en partie, mais pas uniquement. Reculons cette fréquentation, cette population qui impacte plutôt négativement notre territoire, et proposons des itinéraires plutôt pédestres, cyclables, sur les balcons, pour ne pas être sur le Canigou, mais le voir de loin, et en profiter, jouir de sa vue, en fait. C'est un autre rapport. L'idée aussi, c'est de changer le rapport dans l'offre touristique. Qu'est-ce qu'on veut donner à voir? Et ne pas juste subir la demande des visiteurs, qui parfois ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils viennent chercher, ils sont juste dans une logique de consommer un paysage. Cette notion de slow tourisme, elle est vraiment fondamentale, et aujourd'hui elle structure un petit peu, c'est une vraie révolution dans le monde de l'ingénierie touristique. Alors on s'appuie sur un anglicisme, c'est dommage, mais la traduction française de tourisme lent, elle est déjà elle est un peu péjorative, et puis elle ne rend pas compte du champ des possibles. Parce que c'est exactement ce qui vient d'être dit, c'est une autre relation au temps et à l'espace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, derrière cette notion de slow tourisme, nous, ça interroge vraiment notre produit culturel, la découverte d'une cité, comme un objet culturel, mais le public qui est ciblé, c'est vraiment un public qui veut prendre le temps et qui demande le temps de la rencontre, le temps de la découverte, le temps de l'immersion. C'est-à-dire ne pas être à un moment spectateur et consommateur, mais à un moment être acteur et vraiment de partager quelque chose. Et ça nous interroge de deux façons. Et là, pour le coup, c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille dans deux directions, dans le cadre plan de relance et les grands dispositifs d'État. Ça interroge la performance même d'une destination. C'est-à-dire aujourd'hui, face à ces publics qui demandent une autre relation au temps et à la découverte, comment on peut proposer la découverte sans voiture, souvent avec des modes doux, parfois même sans numérique. Là, la question du numérique, on en reparlera peut-être, est vraiment stratégique, mais en même temps, c'est aussi une pause dans ce rythme effréné du quotidien pour prendre le temps de rencontrer et de découvrir un patrimoine qui est multiséculaire, parfois multimillénaire. Donc il y a vraiment cette idée de proposer une immersion dans un territoire, une rencontre avec les habitants dans la découverte d'une cité. Mais il y a aussi la performance en tant qu'étape, parce que c'est aussi des circuits, redécouvrir les déplacements par l'itinérance, par les voies douces. Comment à un moment on propose une étape à des gens qui se déplacent à pied, en vélo, à cheval, en bateau, et qui font une halte, et cette halte, c'est aussi un temps de découverte. Donc ça nous interroge vraiment sur ces deux dimensions, et comment aujourd'hui on réinterroge tous nos communes, les produits touristiques pour... voilà, il y a un marché qui correspond bien à ce que nous sommes, qui correspond bien à ce que nous voulons montrer de nous, aux produits touristiques que nous voulons présenter à ces visiteurs, et les inviter à découvrir presque notre quotidien, et les habitants de nos petites cités de caractère. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'évolution de l'offre, évolution du marketing, etc. etc. Et je suis très contente que vous en parliez, parce qu'on s'inscrit évidemment au réseau tout à fait dans cette logique-là. Dans ce cadre-là, on a développé une expérimentation en fait, qui s'appelle les escapades nature sans voiture. Peut-être que vous en avez entendu parler. On s'est dit qu'en partant un petit peu du city break, en fait, partir 2 jours dans une capitale européenne en avion, pourquoi ça ne serait pas possible de faire exactement l'inverse, partir un week-end dans la nature sans voiture? Est-ce que c'est possible? Est-ce que nos territoires sont dotés de cette offre-là? Est-ce que ça marche? Et donc, on a développé cette expérimentation. On a un visiteur mystère qui va sur les sites, ou alors qui prépare avec le site, ça dépend de la logique dans laquelle on s'inscrit, et qui teste en fait cette offre-là, cette faisabilité en fait, d'une visite et d'une découverte à la fois douce des paysages, par voie intermodale, à pied, à cheval, en bateau, en train à vapeur, parfois en baie de Somme. Et est-ce que c'est possible? Et quels sont les ambassadeurs? Est-ce qu'on a le temps de rencontrer des artisans? Est-ce qu'on a le temps de bavarder au café du village avec les habitants? Et en fait, ça marche. On a des expérimentations très, très probantes. Et on est très satisfait de cette expérimentation. Je rebondis. Bien sûr. Vous avez parlé des habitants. Nous, on a beaucoup travaillé, par exemple, sur le sujet des droits culturels, c'est-à-dire dans nos territoires, comment un projet patrimonial s'appuie et travaille avec les acteurs de la cité, avec les personnes. Et aujourd'hui, dans le prolongement de ces travaux, il y a justement cette idée comment on arrive à trouver ces seuils d'équilibre pour garder le plaisir d'accueillir et de partager. Un visiteur,
quand il vient dans une commune, doit être acteur du projet. Il ne doit pas être spectateur, il ne doit pas être consommateur. Il est lui-même, le temps de sa visite, un acteur de la cité. Et donc, ça se traduit aussi par des rencontres. On sait que, par exemple, les visiteurs qui viennent dans cet esprit-là vont chercher à comprendre et à partager, vont chercher les produits locaux, vont chercher à découvrir le patrimoine, vont chercher la rencontre avec les métiers d'art. Et la visite est à un moment la rencontre avec le faire, avec le geste, un hébergement qui soit en cohérence avec ça, qui peut prendre des formes différentes, en fonction, ça peut être parfois un camping avec je pense à ce qui est fait sur la Loire à vélo, avec des petites haltes où on peut mettre le vélo et quelque chose de très simple, ou une chambre d'hôte. Mais quelque part, c'est vraiment à un moment la cohérence du produit dans sa globalité. Et l'habitant, les greeters, tout ce qui apporte une contribution et permet de la rencontre avec les gens qui vivent et qui vont expliquer ce qu'ils vivent, qui vont expliquer le patrimoine, parce qu'en fait, ce dont on parle, c'est le cadre de vie du quotidien et c'est la culture locale. Ça va être complètement contribué à un produit, à une étape de qualité. Est-ce que ces questionnements sur cette nouvelle forme de tourisme permet aussi de questionner les indicateurs du tourisme qu'on avait jusqu'à présent, sur les flux notamment ? Oui, alors évidemment, on s'est beaucoup axé sur les chiffres. Une bonne saison jusqu'à maintenant, c'est encore est-ce qu'on a fait plus 20, plus 10, plus 5 par rapport à l'année passée, sans trop s'interroger sur est-ce que les habitants ont bien vécu la saison, est-ce que les visiteurs ont retiré toutes les richesses qu'on avait à proposer, est-ce qu'ils en ont joui, est-ce qu'ils en ont bénéficié à leur juste valeur. Et c'est là que la question des indicateurs, elle est peut-être à repenser, à réfléchir aussi d'un point de vue plus, avec des indicateurs qui seraient peut-être plus qualitatifs que quantitatifs, effectivement. Cette demande avant la pandémie, Atout France commençait déjà à l'identifier. C'est-à-dire ces gens qui cherchent du tourisme, du slow tourisme, tout simplement. C'est-à-dire, on commençait à voir des indicateurs en Suède, 25% des personnes ne veulent plus prendre l'avion, on ne veut pas faire comme ça des séjours sans la voiture. Enfin, ça commençait déjà à émerger. Clairement, la pandémie a changé les choses. Aujourd'hui, depuis 2 saisons, les chiffres ne sont pas très bons au niveau national parce que absence des clientèles internationales et puis l'économie des salons. Donc tout l'urbain a vraiment subi de plein fouet cette crise. Mais dans nos ruralités, les 2 saisons touristiques ont été bonnes ou très bonnes. Donc c'est là aussi qu'il faut quand même affiner ces chiffres-là. Les remontées des observatoires en région nous disent non, les 2 saisons touristiques qu'on vient de passer, 2020-2021, ont été bonnes. Et quelque part, ça répond aussi... Alors, où est-ce qu'on va maintenant ? On ne sait pas. Et moi, je suis bien malin celui qui sait comment tout ça va reprendre et va évoluer. Mais vraiment, on sait aujourd'hui qu'il y a un marché pour ça. Le succès de la Loire à vélo, le succès des chemins de Saint-Jacques, tous ces itinéraires structurés où il y a vraiment une mise en tourisme d'un produit culturel itinérant, on sait que ça marche. Et on sait qu'il y a un public extrêmement friand de ce type de séjour et qui là va vraiment a priori, c'est pas a priori, qui va s'amplifier dans les années à venir. Tous les réseaux aujourd'hui sont mobilisés pour faire des infrastructures, pour faire des pistes cyclables, pour faire de la randonnée de qualité et mettre cela en tourisme, c'est-à-dire proposer de l'hébergement de qualité et des vrais produits touristiques autour de cela. Et justement, avec la crise du Covid, où on a vu beaucoup de tourisme français un peu repartir, et les gens sont partis plutôt autour de chez eux, ou en tout cas en France, est-ce qu'il y a un risque de surfréquentation sur certains lieux aussi ou il y a plus qu'un risque. Les sites, ça fait 2 étés qu'ils souffrent beaucoup. En tout cas, les espaces naturels ont subi effectivement des saisons touristiques très marquantes, impactantes. Il y a des sites qui se sont positionnés, notamment dans le cadre de politiques de démarketing, sur dévendre leur site emblématique, puisque ça faisait trop. Je rejoins ce qui était dit avant, c'est-à-dire qu'on redécouvre ce qu'est le tourisme de proximité, le tourisme rural. Une certaine, de dire d'experts, en fait, une certaine clientèle, nouveaux visiteurs découvrent les espaces naturels dans leur propre pays pour la première fois. Il faut savoir les accueillir, les sensibiliser, remettre à plat une communication qui soit juste, qui soit adaptée. Et tout ça prend du temps. Et on s'est pris un petit peu ça violemment parce que personne n'a pu anticiper ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'au moment du déconfinement, quand tout le monde était à la recherche de ressourcement, sur les espaces naturels, on a eu de la surfréquentation. Maintenant, notre objectif aujourd'hui et notre enjeu, c'est de trouver des façons
de faire un petit peu remonter qu'est-ce qui se passe en termes de bonnes pratiques sur la gestion de la fréquentation, notamment en espace naturel, et comment est-ce qu'on peut l'adapter à des territoires qui n'étaient pas encore préparés et qui auraient besoin de se structurer. Et derrière ça, il y a des vraies stratégies d'aménagement. Nous, par exemple, nos petites cités de caractère, ce sont d'abord des villes où on vit. Donc, les aménagements sont prévus pour l'habitant. Et je vois par exemple un exemple très concret sur la question des mobilités. Comment l'élu local doit trouver la synthèse entre l'habitant qui veut sa voiture ou ses voitures au pied de sa maison, le commerçant qui aimerait que la place soit vide H24 pour que les personnes viennent, consomment, repartent, et le visiteur qui, lui, ne voudrait pas de véhicule dans l'espace pour faire sa déambulation, sa flânerie et découvrir le patrimoine. Donc c'est en permanence des équilibres qui sont trouvés entre ces différents publics. Souvent, par exemple, nos élus oublient qu'un primo-visiteur, il faut vraiment le prendre en charge. Il vient pour la première fois, il ne connaît pas où est-ce qu'il stationne, où est-ce qu'on lui fait poser son véhicule, où est-ce qu'on le prend en charge, où commence la visite, donc accès à l'information, la découverte, les étapes. Enfin, il y a cet accompagnement qu'il faut faire. Alors qu'un visiteur, un habitant ou quelqu'un qui vient tous les jours aura une autre relation. Donc c'est en permanence ces équilibres-là qu'il faut trouver pour que tout le monde trouve son compte et maîtriser du coup les flux pour que effectivement le tourisme ne tue pas les autres formes de vie économique et de vie locale. Et je compléterai juste un petit peu parce qu'effectivement, les aménagements sont une forme de réponse pour gérer des flux et trouver un compromis entre tous les usages. Il y a aussi d'autres moyens. Tout à l'heure, je parlais de diffusion de la fréquentation dans l'espace et là, je parlerai de gestion de fréquentation dans le temps. Développer l'arrière-saison, parler hors saison, oser en fait parler hors saison. Il y a des publics pour ça. Et aussi allongement de la durée de séjour, puisque on parle aussi beaucoup de gestion de pics de fréquentation au sein des grands sites de France. Et pour être un peu plus concrète et donner un exemple, au Marais Poitevin, avant, la fréquentation, la visite, c'était l'après-midi en barque dans le Marais, et puis on repartait en voiture, et c'était terminé. Ils ont réussi par des aménagements notamment, mais aussi par un travail de formation des bateliers, de formation des hébergeurs, de travail collectif, de co-construction d'une nouvelle offre, à créer cette nouvelle option de visite. Et ils ont réussi à allonger la durée de séjour de 1 après-midi à 7 jours. En moyenne. Une petite anecdote pour illustrer ça. Moi, j'avais eu l'occasion de rencontrer Monastier-sur-Gazeille, en Haute-Loire. Monastier-sur-Gazeille, c'est le départ du chemin de Stevenson, qui est vraiment devenu une référence en matière d'itinérance et justement de route culturelle qui a été mise en tourisme. Et j'avais rencontré à l'occasion d'un passage là-bas, c'est une petite cité de caractère, des personnes qui avaient repris une auberge. J'ai dit, comment ça se passe? Vous avez du monde? Dit, oh, mon pauvre monsieur, nous en parlez pas. On avait pris ça en pré-retraite en pensant on va être tranquille. On bosse non-stop et c'est plein de mars à novembre. Et c'est un public en plus qui effectivement encore une fois, c'est une autre relation au temps et à l'espace. Et c'est quelqu'un qui en plus va prendre le temps de rencontrer, d'échanger, mais avec des saisons touristiques. Et on a les mêmes retours sur la Loire à vélo. Enfin, c'est une autre forme de consommation touristique très intéressante pour les économies touristiques. Aujourd'hui, souvent dans beaucoup de territoires, il y a ceux qui sont sur ces grands itinéraires qui font de superbes saisons, évidemment en condition d'être en cohérence avec ce que cherche évidemment le visiteur. Et puis ceux qui sont un peu éloignés, qui cherchent à se raccrocher à ces grands itinéraires. Et avec toujours cette idée de fragilité, il ne s'agit pas non plus d'en faire des autoroutes. Et la régulation se fait aussi par l'hébergement, effectivement. À un moment, on ne peut pas accueillir plus que ce que propose le territoire. C'est aussi une forme de régulation. Oui, effectivement, ça donne plein de bonnes idées finalement pour l'avenir, parce que ce tourisme, je pense qu'on en a tous un peu souffert aussi des grands sites où on est, pas forcément des grands sites que vous gérez, mais des grands lieux touristiques où on peut tous aller l'été, où on souffre de cette surfréquentation et où on n'arrive pas à rencontrer. Je pense que c'est important aussi ce que vous avez dit sur la rencontrer les lieux, découvrir les territoires. Ça permet de ruisseler aussi un peu sur l'ensemble des territoires. Et c'est là qu'on va avoir une stratégie qui finalement est assez commune et qui complète, parce que vous avez souvent des stratégies justement liées à des grands sites qui portent leur attractivité sur leur seul nom, la marque. Mont-Saint-Michel, Versailles, Nice, etc. Et nous, là je nous mets dans le même sac,
justement, on dit, vous avez aimé l'un, vous aimerez l'autre. Parce que finalement, on vous garantit une expérience de découverte et on vend plus finalement un réseau qui a des relais partout dans le territoire. Et c'est aussi cette idée d'amener les gens à aller d'un site à l'autre, mais non plus à partir d'une destination, mais à partir d'une marque. Donc la qualité est essentielle, de respecter cette promesse que l'on va faire aux visiteurs, d'un tourisme responsable, la découverte de patrimoine, plus naturel, plus bâti, mais en permanence cette idée d'expérience de qualité qui correspond aussi à un certain nombre de valeurs et d'engagement. Changer de paradigme. On est dans une époque de transition écologique et touristique aussi. Parfait. Mais écoutez, sur cette magnifique conclusion, je vous remercie. Je vous remercie tous les deux pour votre participation à cette table ronde. J'aurai le plaisir de vous retrouver sur cette même plateforme pour évoquer d'autres sujets dans le cadre du Forum du patrimoine. Merci et à bientôt.